de mon ciné-club Cinéma Mon Amour, que j'organise pour du Lac Cinéma depuis maintenant 3 ans. Un ciné-club, pour ceux qui ne connaissent pas, où je montre des films de patrimoine avec des réalisateurs qui viennent m'expliquer les influences de ces films sur leur filmographie. Ce fut le cas notamment pour Thierry Cliffat, Gaël Morel ou Jean-Pierre Jeunet. Et puis depuis cette année, j'ai le bonheur de pouvoir organiser des premières pour des cinéphiles et pour un public curieux et averti, en tout cas au sens cinéma du terme, puisque ces conversations sont enregistrées et font l'objet d'un podcast qui s'appelle Cinéma Mon Amour, que vous pourrez retrouver sur le YouTube de Dulac Cinéma. J'avais tenté ce format avec Béatrice Dalle et son Pasolini, et j'ai vu que les gens avaient été réactifs à l'écouter. Du coup, ce soir, la conversation avec Régis Varnier sera enregistrée. C'est une des raisons pour lesquelles je suis tout seul à vous présenter le film, puisqu'il vient après. Donc je vais parler très très peu, puisque je vais vous laisser le plaisir de voir le film et ne pas hypothéquer le plaisir de spectateur avec ce film à twist. Juste vous rappeler que nous avons beaucoup de chance ce soir d'avoir Régis Varnier qui est l'un de nos rares metteurs en scène oscarisés. Évidemment, le merveilleux Indochine qui a fait le tour du monde en 92. N'oublions pas qu'on lui doit aussi La femme de ta vie avec Jane Birkin, Elsa et Christophe Malavoie, dont il a composé lui-même d'ailleurs, écrit plutôt lui-même la bande originale, T'en va pas, qui s'est vendu 1 million d'exemplaires. Et puis ensuite, c'est un thriller politique, Est-Ouest en 99. On lui doit aussi un formidable thriller autour du bolchevisme il y a une dizaine d'années. Et là, il revient après 10 ans d'écriture, puisque Régis a écrit un merveilleux roman où il conjugue sa passion de la Bretagne, de la cinéphilie et du polar. Et de ce roman, il a eu envie de faire un polar, bien que ce soit pas une adaptation, mais on retrouve beaucoup de ce roman dans ce film, La Réparation, qui est son film pour moi le plus hitchcockien. J'ai beaucoup pensé à Rebecca, j'ai beaucoup pensé évidemment à Vertigo. J'espère que certains d'entre vous ont vu ces films parce qu'on va beaucoup en parler avec Régis après. Du coup, je me tais, je vous laisse avec Régis Varnier, Julia de Nunez, Julien de Saint-Jean, que vous avez vu dans le Monte Cristo cette année, Clovis Cornillac, peut-être son meilleur rôle à Clovis Cornillac depuis le Long Dimanche de Jean-Pierre Jeunet. Et je vais vous demander, si vous ne souhaitez pas rester à la masterclass ensuite enregistrée, au moins de rester le début de l'enregistrement pour saluer à l'audition Régis, et puis pour le féliciter de son film, puisque sans nul doute, vous allez adorer. Si vous aimez, je pense à ça puisque Nourfilm me fait le plaisir d'être ici ce soir, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le film sort mercredi, vous savez que les films marchent encore grâce aux bouche à oreille, et pour une fois, on a un film où les comédiens prennent leur temps, où il y a le temps de jouer, où on cherche pas l'enjeu toutes les 5 minutes. On a vraiment un film dans la vision du cinéma qu'a Régis Varnier. Donc parlez-en autour de vous si vous aimez, et je vous dis tout à l'heure avec Régis Varnier. Qui suit la projection de La Réparation que vous venez de voir en avant-première, qui sort ce mercredi, date où vous écoutez le podcast chez vous. Alors pour les gens qui sont ici dans la salle, nous allons pouvoir avoir une masterclass avec le réalisateur du film, Régis Varnier, que je vais accueillir dans quelques secondes, où on va pouvoir revenir sur des choses que vous avez vues dans le film qui ne seront pas éditées dans le podcast que je tenterai de monter. En tout cas, pour avoir une conversation autour de ce film que nous attendions depuis longtemps, puisque ça faisait 10 ans que Régis n'était pas revenu au cinéma, il était plutôt allé dans l'écriture. Je vais vous demander s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements pour le réalisateur et le scénariste du film, Régis Varnier. Merci. Alors, cher Régis, oui. Quel bonheur de vous avoir pour parler de ce film, pour avoir une conversation autour de ce film et autour également de certains autres films de votre carrière, puisque je vais lier certaines histoires et certains thèmes. Tout d'abord, je voudrais saluer la présence dans la salle de Jean-Pierre Lavoignat, qui est ici en bas à droite, le grand Jean-Pierre Lavoignat, que vous pouvez applaudir. Et de la réalisatrice et scénariste et autrice Evelyne Dress, que j'ai vue quelque part. Voilà. Que vous pouvez applaudir également. Tu es là. En demandant juste s'il est possible en cabine de projection de monter les sons du micro, et ce serait encore plus formidable. Alors, cher Régis, merci d'être sur ce siège, un siège qui est peut-être moins honorifique que celui d'Henri Verneuil, chaise que vous occupez à l'Académie des Beaux-Arts. Il me semble que c'est le siège d'Henri Verneuil que vous occupez. Ouais. Alors, tout d'abord, avant de parler de ce film, le sujet de la disparition est un sujet que nous n'avions pas avant dans votre cinéma, bien que le thème de la filiation, le thème de la nature, etc., on avait déjà vu ça dans votre cinéma, pas la disparition. Alors d'où vient ce thème? J'ai dit, est-ce que je peux vous corriger, ce qui n'est pas sympa? Ah, mais si, il faut me corriger. On pourrait dire que dans Indochine, la jeune Linda disparaît. Oui. Mais... puisque sa mère la recherche.
Enfin bon, non mais c'est parce que non mais ce sont des spectateurs qui m'ont posé la question récemment en me disant mais vous avez déjà traité, etc. Alors en deux mots, la disparition. J'avais écrit il y a assez longtemps un scénario où le rôle principal était déjà un chef restaurant gastronomique, déjà un rapport assez puissant avec sa fille, et puis mais c'était très différent. Mais il y avait déjà une disparition, mais le point de départ était que la jeune fille se faisait violenter par un copain de son père. Voilà. C'était bien avant les bouleversements de notre société. Et il faisait justice lui-même, ça le dépassait, voilà, et il était obligé de partir et de disparaître. Voilà. Mais j'étais moyennement content du script, malgré j'avais l'accord de Jean Reno pour le jouer. J'étais pas sûr de m'entendre avec les producteurs. Et à un moment, j'ai eu rendez-vous avec mon agent qui m'a dit cette phrase très particulière, parce qu'il devait avoir de l'ambition pour moi. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce film qu'un film moyen des années 80 ? Non mais c'est une question, hein. J'ai dit bah oui bon voilà puis de toute façon puis j'étais pas sûr donc j'ai arrêté mais il y a 4 ans à peu près des gens que je connais assez bien est arrivé cet événement particulier d'une disparition et j'ai été confronté à je serai assez discret là-dessus mais j'ai été confronté aux turbulences que ça crée aux réactions, à l'incrédulité. Au sein des familles. Oui, et puis très vite, ou des proches. Très vite, il y a... mais tu lui as parlé le week-end dernier, mais il y a 15 jours, vous étiez ensemble. Enfin, il y a des choses qui... Et on n'est pas dans le soupçon, mais ça commence un peu. Alors après, il y a la police, après, il y a l'enquête, après, il y a le signalement, on arrête l'enquête, et puis il y a des gens qui disent détective privé. Et il y a des gens dans les proches qui disent détective privé, il va enquêter sur nous. Forcément. Donc ça crée des conflits, des contentieux. Et puis j'ai ce terme que je trouve assez juste. Peu à peu, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de vivre avec la présence de cette absence. Et ce qui devient vertigineux, c'est qu'ils se rendent compte, enfin les très proches se rendent compte que celui ou celle qui disparaît, il y en a 10 000 par an en France chaque année. On ne les retrouve jamais. Que celui ou celle qui disparaît, il a préparé son coup. Le voyage, il a trouvé le pays, un faux passeport, des papiers, il sait qu'il va peut-être changer de couleur de cheveux, faire un peu de chirurgie, avec qui il part, enfin bon, et tout ça, l'entourage n'en a pas de soupçon. Et le vertige, c'est de se dire que tout d'un coup, cette personne disparue, elle est bien vivante, ou là, ou très loin, ou pas très loin, et qui probablement ils ne la reverront jamais. Parce que c'est jamais des histoires de meurtre, hein, parce qu'on on les retrouve, mais c'est des disparitions. Alors, et tout d'un coup, ça m'avait, je dirais, réveillé émotionnellement. Nous, on est un peu on écrit, mais on invente, puis on écoute, on regarde, on est un peu des voyeurs, des voleurs, c'est comme vous voulez, ou les deux. Et là, je me suis dit, mais j'ai un sujet qui traitait de ça, mais je n'aimais pas forcément le développement. Mais en tout cas, j'avais un point de départ sur une disparition, mais là, j'ai une matière forte. Donc je suis retourné chez mon chef gastro, voilà, qui était dans mes tiroirs, le rapport à sa fille, et puis après, très vite, l'idée de la disparition, donc il y aura une enquête, un mystère, et puis j'espère qu'on va le retrouver où ? Là où j'aime bien aller, en Asie, et j'avais de quoi travailler. J'avais un point de départ en France, un point de chute là-bas, un personnage féminin central, et voilà, et surtout, je voulais une histoire avec une tension, mystère, suspense, mais pas que ça, parce que le film se balade d'humeur en humeur, de genre en genre, et moi ça me va très bien. Exactement, c'est ce que j'allais dire, de genre en genre. Il manque peut-être juste le sport et un soupçon de politique, et on a tout ce qui fait l'univers de Régis Vernier au cinéma. La filiation, la passion amoureuse, une femme, la nature, on a vraiment tout ce qui compose votre univers. Ouais, je peux plus rien. Et la Bretagne. Je peux pas rajouter maintenant les éléments qui manquent, je suis désolé. Oui, non, mais il y a tout ça, effectivement. Et puis, c'est curieux ce film, parce que moi, mais tous les films, je pense, on les fait, enfin, on les écrit, on les tourne, on les fait, on les voit, mais c'est en les revoyant ou en écoutant les gens en parler, on se rend compte qu'il y a des choses, je dis pas qu'elles nous ont échappé, mais il y a des choses qui sont là et qu'on ne voit pas forcément nous.
il y a des réactions que j'entends sur ce film, qui sont ça me touche beaucoup d'ailleurs, mais probablement que les gens qui le voient ont raison, parce que c'est leur sensation. Mais moi, je me dis pas, tiens, j'ai mis ça consciemment. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure hors antenne, comme on dit dans le jargon. Moi, j'ai tout un tas de fantasmes cinéphiles que j'ai vus dans le film, et vous m'avez dit, ah ben oui, mais non, mais ça, j'ai pas du tout pensé à ça. Donc, vous allez voir, on va l'évoquer. Tout d'abord, j'aimerais parler de notre chère Bretagne, la Bretagne qui ouvre la première partie du film, qui déjà dans votre roman, puisque bien que le dernier film, ce formidable thriller cambodgien que fait en 2014, vous avez tout de même écrit des romans ensuite, notamment La dernière vie de Julie Abbé. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés d'ailleurs lors d'un salon du livre, un roman qui là aussi conjugue un peu toutes vos passions, parce que vous n'êtes pas sous ordre d'un producteur, donc il y a le polar, le thriller, la passion amoureuse, la cinéphilie, et la Bretagne, Bretagne que vous utilisez aussi ici, comme Hitchcock l'utilisait la forêt dans Complot de famille. Alors l'importance de la Bretagne, et peut-être aussi ces figurants au début qui ne sont pas des figurants, qui sont réellement des commis de cuisine de ce restaurant. Oui, parce que quand vous décidez de filmer la gastronomie, vous allez filmer l'excellence, ou des gens qui recherchent l'excellence. Et on ne peut pas le faire à moitié, on ne peut pas se contenter d'avoir des figurants qui vont apprendre des gestes. Déjà, il faut les apprendre aux acteurs, c'est déjà beaucoup. Donc, j'ai fait... Mais alors, pour vous répondre, je vous répondrai indirectement, mais on est sur la Bretagne. J'ai été assistant metteur en scène, donc j'ai gardé le sens des priorités du travail. Le décor que je devais trouver en premier, c'est la forêt et l'endroit de l'accident. Parce que c'est compliqué, parce que je voulais la pique, je voulais la roche, je voulais la forêt, je voulais les pins, je voulais la rivière. Voilà, donc c'est le premier lieu. Et une fois que j'aurais trouvé ça, en France, on trouve toujours un restaurant, surtout même étoilé. Voilà. Mais j'ai commencé par ça. Alors j'avais fait des repérages dans le Vercors et on n'a pas eu l'aide de la région, donc je me suis dit autant tourner en Bretagne du côté de chez moi. Alors j'ai demandé à mes copains élagueurs forestiers, je leur ai décrit les lieux, ils m'ont emmené sur des endroits, voilà, puis finalement j'ai trouvé. Et là après j'ai pu m'attaquer au restaurant. Mais j'insiste là-dessus parce que je travaille un peu à l'ancienne, c'est un film où il n'y a jamais assez de sous, mais là il n'y en avait pas beaucoup. Et moi j'aime bien m'immerger, de même que j'écris, et à un moment j'ai besoin de voir les lieux. Le boulot que j'ai fait pendant 2-3 mois, mais tranquillement, sur un film traditionnel, on le donne à l'assistant, au régisseur ou au repéreur, parce que maintenant il y a des repéreurs. Mais moi j'ai fait tout ça, j'ai besoin de personne. Je prends ma chienne, on va en forêt, je vais là où on m'a indiqué, je fais des photos, je réfléchis. À un moment, j'ai trouvé le lieu, je suis assez grand pour faire venir un responsable des cascades et de la sécurité, qui me dit c'est formidable, mais là, il me dit là, le filet, toi, ton équipe, les acteurs, les cascadeurs, on ne tient pas. Il me dit là, c'est casse-gueule. Donc on recherche un peu plus, et on en trouve un autre. Voilà, mais normalement, je veux dire, ce boulot-là, normalement, c'est fait en préparation par des gens qu'on paye, et voilà, ça. Et j'ai pas besoin de ça. De même, à Taïwan, on va y venir plus tard, mais j'ai fait 3 voyages de préparation et de repérage. Voilà. Donc me voilà avec mon lieu, ma chute, voilà. Et donc, à 20 minutes de la chute et à 20 minutes de chez moi, ça fait un triangle. Il y a le moulin de Rosmadec. Voilà. Mais avant, parce que comme je dis pas que je suis snob, mais je me suis dit, je vais quand même aller voir chez Rollinger les épices. Quand même, vous y voilà, le partage. Je vais chez Rollinger à Cancale, ça m'intéresse beaucoup. Alors chaque fois, je suis obligé d'y déjeuner. Hein, mais non, mais c'est indélicat d'aller voir un restaurateur sans avoir mangé chez lui. Donc voilà, donc on va déjeuner. Et puis, je fais ma demande et on me dit, il n'y a jamais eu de shooting, il n'y a jamais eu de photo, il n'y aura jamais de tournage. Voilà, j'insiste. J'insiste, donc il décide de faire un conseil de famille. Et la réponse, c'est niet. Papa Rollinger. Il vient d'avoir une 3e étoile, Hugo, hein, le jeune. Voilà. Donc c'est niet. Donc je me dis, je vais aller voir mon fameux moulin à Pont-Aven, près de chez moi. Et là, on est accueilli à bras ouverts par des gens qui disent, ça nous intéresse. Notre date de clôture, ce serait bien, c'est le mois de mars. Je dis, ça nous arrange aussi. Et là, je tombe sur un chef étoilé, Sébastien, qui est super, et qui me dit, ouais, attends, moi, je vous ouvre le resto et tout, mais moi, je reste, que moi, je veux voir ce que c'est quoi le cinoche. Voilà. Donc, il est resté. On a proposé à son équipe de rester aussi, de les payer comme des acteurs, et c'est pour ça que si ça a l'air vrai, et c'est parce que c'est vrai. Parce que ce sont des vrais cuisiniers. Des Ils sont bons, il n'y a pas de regard caméra, rien du tout et tout ça. Non. Et puis alors,
J'ai pas fait exprès, mais la première scène qu'on a tournée, importante dans le moulin, c'est la colère de Clovis au début. Ah, ils étaient tétanisés là. Vous voulez voir le cinéma, vous allez voir. Non, parce ils se sont sentis engueulés, quoi. Et ça, c'était vraiment bien. Voilà, donc ça a été... et moi, j'étais très très content de réunir, parce que c'est intéressant, une équipe de cuisine, une équipe de cinéma, et qui très vite ont fondu, parce que s'il y a des points communs, faire tourner un plan ou faire un plat, il y a des points communs, il y a la préparation, il y a le timing, il y a le moment où ça cuit, il y a le moment où il faut arrêter, il y a le moment où on pense que c'est bon, il y a le moment où il faut livrer. Il y a des choses, et surtout le point commun, c'est les équipes. Et là, j'ai vu certains, même notre chef, là, sympathique, Sébastien, j'ai vu que là, il a une étoile, et le problème pour lui, c'est d'en avoir une deuxième. Voilà. Et j'ai bien vu que c'est tellement exigeant, la cuisine et l'excellence, parce qu'on sait tous faire un très bon plat, je pense, hein, après 6 heures de boulot, pour les potes, on dit « Ah putain, c'est vachement bien ». Mais quand ils le font tous les jours, pour 15 tables, c'est terrible. Donc j'ai bien vu que il faut que toute l'équipe, mais même le dernier serveur, que toute l'équipe ait la même intention que le chef. C'est pareil pour la mise en scène, je crois. La même ambition, la même envie d'aller au mieux, voilà. Et que s'il y a des gens qui sont pas, on se dit, ils sont pas là, nous on en souffre et j'ai l'impression qu'on travaille moins bien. Donc voir ces relations des deux équipes, c'était vachement intéressant. D'ailleurs, finalement très vite le samedi soir, ils faisaient la fête ensemble. Pas moi. Et justement dans cette première partie, parce que moi quand j'ai vu le film en projection presse début janvier, je n'avais pas le synopsis, j'avais pas vu les images, donc j'ai vraiment été embarqué par ce twist au bout de 30 minutes. Les 30 premières minutes, je me suis dit, bon, tiens, c'est un drame familial à la Chabrol, dans une cuisine, etc. Chabrol dont Régis a été l'assistant d'ailleurs, c'est pour ça que je fais aussi des liens entre les deux films. Mais je disais tout à l'heure que le sport était absent de ce film-là, sport qui est l'une de vos passions, mais en fait, pas vraiment, puisqu'en y réfléchissant, vous filmez cette cuisine, Clovis Cornillac, un petit peu comme une équipe sportive. On a vraiment cette pression, un peu comme le sport. Oui, parce qu'il y a une question de timing précis, quoi, comme dans le sport, d'entraînement aussi, d'entraînement. À propos d'entraînement, moi je voulais que les acteurs soient au niveau. Bon, Clovis, comme vous le savez, Poupa, il avait joué un chef pour France 2, une série qui s'appelait Chef. C'était un peu un autre sujet, mais alors Clovis c'est un homme de goût, singulier pluriel. Voilà, il a dit oui très vite. Hein. On a un agent commun, ce qui peut aider. En tout cas, il a dit oui tout de suite. Et j'étais chez moi en Bretagne et je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, ce serait bien si, avant de tourner, si tu venais passer 2 ou 3 jours chez moi, je t'invite à la maison et on ira dîner au moulin, que tu vois le lieu. Voilà, bonne idée, évidemment. Alors c'est sympa parce que dans la journée, on fait une lecture du scénario, on discute du script et le soir, on va dîner au moulin. C'est un jour de fermeture, qu'à cela ne tienne. Le chef est là, il ouvre pour nous et il teste. Il expérimente, il fait des nouvelles recettes, il nous fait goûter. Voilà, c'est très sympathique. Et en plus, il fait venir le sommelier, ce qui devient dangereux. Mais ça a été des soirées où j'ai vu Clovis rentrer dans cette cuisine, voilà, comme chez lui, quoi. Et après, nos jeunes acteurs, Julien et Julia. Julien de Saint-Jean et Julia de Nunez. Eux, ils sont venus avant le début du tournage. On leur a mis leur costume blanc et ils se sont mis en cuisine et ils ont travaillé. Même le Sébastien a fait faire un plat. Il a fait travailler Julia. Voilà. Non, parce que il fallait qu'il soit dans le groupe, quoi. Et le personnage de Julien, d'ailleurs, alors attention, un nouveau fantasme personnel, mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir dans le personnage de Julien beaucoup de choses que Régis Varnier raconte du jeune Régis Varnier. J'entends notamment dans les années 70, quand vous étiez assistant, quand vous regardiez un petit peu tout ce qui se faisait, puis aussi quand Claude Chabrol ou Giraud avaient parfois des mots qui dépassaient un peu leur pensée sous pression, un peu comme peut l'avoir Cornillac avec Julien. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à vos années des années 70, assistant de plateau, vous avez fait beaucoup de choses à l'époque. Même Doublure Lumière. Ouais. Alors Doublure Lumière, vous savez, Doublure Lumière, ça se fait plus. Hein. C'est des films où il y avait des moyens. Je crois qu'il y en a encore en Amérique. Un peu en France aussi, les films d'époque. Voilà, ce sont des gens qu'on engage qui ont la même taille qu'un acteur ou qu'une actrice
Et en gros, ils vont répéter, c'est-à-dire on leur fait faire les déplacements du personnage pendant que les acteurs révisent le texte ou se reposent dans la caravane. On les met dans la lumière, on règle la lumière sur eux, on règle le cadre sur eux, et quand tout ça est fait, les acteurs se présentent. Voilà. Et moi, j'avais été engagé pour être la lumière de Michel Piccoli, qui est plus grand que moi. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que le régisseur était un peu paresseux, mais ça a donné lieu à une amitié. Voilà. Et ça, c'était un film de Chabrol. C'est dommage, c'était pas le plus réussi des films de Chabrol, mais il y avait un casting, il y avait Michel Piccoli, Orson Welles, Marlène Jobert. Déjà, ça paraît bizarre, tout ça. Et Anthony Perkins. La décade prodigieuse. Et le film, alors, Claude avait une ambition extraordinaire sur le film, c'est un roman d'Ellery Quinn, auteur qu'il aimait beaucoup. Il avait une ambition de... C'était le fils adoptif d'un homme très puissant, Orson Welles, le fils d'Anthony Perkins, qui en gros ressent qu'il faut qu'il affronte son père, qu'il le déifie tellement il est puissant, et il va en gros, à travers lui, transgresser les 10 commandements. Voilà, c'était un peu compliqué. C'est Catherine Deneuve qui devait le jouer. Le film a été retardé. Je ne sais pas si elle l'a relu, mais en tout cas, elle ne le fait pas. C'est Marlène Jobert qui la remplace, qui était un peu perdue quand même face à Welles. Et Claude a fait quelque chose qui était... Franchement, c'est très touchant ce que je vais vous raconter, mais c'est... Claude, mais fou de cinéma et fou d'Orson Welles. Mais voilà, donc il avait devant lui un homme qu'il vénère et qui vraiment l'a emmené à faire du cinéma. Sauf que Welles était pauvre à l'époque. Criblé de dettes, ouais. Criblé de dettes, et il faisait des rôles comme ça dans des films européens où il cachetonnait, quoi. Et les gens pensaient qu'il allait le voir le soir et tout. Il s'était enfermé dans une villa. Il était invisible. Il a eu une seule visite, Marlène Dietrich, quoi, qui est venu le voir, c'est pour vous, oui, qui est venu le voir à Obernai dans sa villa. Pendant un dîner, je crois, vous avez dîné d'ailleurs avec. Voilà, et Welles, il hait son joli petit nez, parce qu'il a un nez magnifique, moi j'achète, hein, mais bon. Et donc, il se maquillait lui-même avec une espèce de pâte à modeler, et puis personne ne pouvait le toucher. Alors, et après, il met une espèce de poudre pour que ça fasse peau, mais c'est affreux, parce qu'on voit que ça. Mais on ne pouvait rien dire. Et Claude, un jour, fait un très très beau plan avec un flashback, avec donc une petite fille aux cheveux roux pour figurer Marlène Jobert jeune. Et il la prend par la main, il traverse une foire. Et la caméra monte, et c'est un hommage au premier plan de La Soif du Mal. Voilà. Sauf qu'à la fin de ce premier plan, aux surprises, il y a une voiture qui explose. Ce qui fait que le plan a un sens particulier. Là, il n'y avait pas de voiture qui explosait. C'était juste une traversée de fête foraine, et je sentais que Welles se disait mais qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'il fout à faire le même plan que moi, mais il n'y a même pas la fin du plan. Enfin, et Claude en a fait des coliques néphritiques. Ah, il en était malade, oui. Il en est tombé malade d'avoir cet immense cinéaste et de pas savoir ce qu'il fallait faire, quoi. Ah, donc là, c'était surtout pour parler... On a digressé, mais je voulais quand même parler du fait que j'ai pas pu m'empêcher de vous voir par rapport à tout ce que vous racontez de ces années 70, début 80, dans le personnage de Julien. Évidemment, si on allait digresser, j'aurais aimé aussi vous entendre parler de ce rendez-vous manqué. Alors, rendez-vous manqué Chabrol, Orson Welles, rendez-vous manqué pour vous avec Romy Schneider, que vous adoriez pendant le tournage de La Banquière, où vous étiez assistant, et vous êtes devenu ami à la fin du film, et on le sait malheureusement. Ce sera pour une autre masterclass, puisque je voudrais parler de cette deuxième partie de film qui se passe dans cette Asie si chère à votre cœur, évidemment, qu'on a évidemment sublimé dans Indochine, où là, pour le coup, bien que Julia de Nunez soit présente dans la première partie, mais l'attention est vraiment sur Clovis Cornillac et Julien de Saint-Jean, et là, on est sur du grand Régis Vernier en deuxième partie de film, c'est-à-dire qu'on a un personnage féminin, une actrice que vraisemblablement vous adorez, parce que vous adorez la filmer, en quête identitaire dans la nature, dans l'espace. Et ça, c'est vraiment commun à beaucoup de vos films. Donc, d'abord, tout à l'heure, vous disiez que les repérages en Taïwan étaient longs. Je voudrais juste expliquer aux gens pourquoi. C'est que vous êtes contre, en tant que réalisateur, la surproduction de films. C'est-à-dire que pour vous, un film se prépare longtemps. Vous seriez incapable de tourner un film par an. Et on sent, du coup, le travail de repérage, les acteurs qui... Ça se sent pas, on le sent, ça. Ce film-là, du coup, vous l'avez dans la tête, et les repérages en Taïwan ont duré combien de temps? Sont étalés sur combien de temps? J'ai fait trois voyages de repérage. Voilà. Brièvement, je voulais tourner en Chine populaire, gastronomie. Voilà. Et j'ai été
J'ai travaillé avec un homme d'affaires chinois qui connaissait vaguement des producteurs. Il m'a emmené à Tsingtao. Je crois il connaissait bien la région, le gouverneur. Enfin, c'est un peu bizarre. Et le problème, c'est que tout à fait normalement, ils ont fait traduire le scénario et très vite, le dialogue ont été un peu particuliers parce qu'ils me disaient, mais alors, ce jeune homme-là, il est clandestin en Chine. Je dis oui, mais il n'y a pas de clandestin en Chine. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Voilà. Mais dites-moi, il se conduit un peu comme un voleur, là, il vole, c'est un voleur. Oui, mais il n'y a pas de voleur en Chine. Voilà. Donc je me suis dit, c'est pas la peine d'insister. Donc marche arrière. Et je me suis dit, bon alors je vais trouver un autre pays asiatique. Le Vietnam a une cuisine magnifique, mais elle est rustique, rurale, elle n'a pas il n'y a pas tous ces goûts. Il n'y a pas toute cette sensualité de la cuisine, c'est autre chose. Je ne voulais pas tourner en Thaïlande qui, pour moi, raconte trop des vacances. C'est des images de vacances. Et donc, Corée du Sud et Taïwan. Pourquoi? Parce que terre de gastronomie, il me fallait, et terre de cinéma. Et là, je vous réponds. Terre de cinéma, parce que j'ai fait pas mal de films à l'étranger, Afrique, Europe, Ukraine, Asie, un peu partout. Et chaque fois, il y a ce défaut des cinéastes étrangers, comme moi quand je suis là-bas, surtout américains, c'est d'arriver avec des équipes pratiquement complètes. Et le problème, c'est que moi, là, j'avais envie d'entrer dans le pays, d'être en immersion. Et si vous avez 30 personnes dévouées, sympathiques, talentueuses, qui bossent avec vous et qui parlent français toute la journée, c'est un écran. Ils vous cachent le pays, ils vous cachent les acteurs, et on se retrouve à faire un film français. Et surtout, vous donnez à tous ces gens qui sont des très bons techniciens des rôles subalternes. Ils ont des rôles de sous-chefs, voilà. Donc j'ai dit, on part à 4. Et on avait une équipe française en Bretagne, et j'ai dit, en Asie, on part à 4. Et on tourne avec une équipe asiatique. Ce qui sent, hein. Taïwan ou Corée, ça marche. Et Taïwan, c'est mieux pour la gastronomie. C'est plus fin. C'est la cuisine chinoise. Et puis Taïwan propose aujourd'hui de participer à la production, à la coproduction via des sociétés locales avec lesquelles vous signez un contrat. Donc me voilà à Taïwan. J'ai dit au producteur, mais moi j'y vais, mais alors il faut que je trouve les techniciens, il faut que je trouve les acteurs, il faut que je trouve les décors, il faut que je vérifie le matériel, parce qu'on va prendre une caméra là-bas, enfin tout ça. Mais voilà, mais ça c'est mon boulot. Mais en général, maintenant les gens délèguent ça. Oui, mais alors du coup, moi quand je suis sorti de la première projection, n'ayant pas lu le dossier de presse, n'ayant rien lu du tout, quand j'ai vu cette scène avec la caméra embarquée dans les petites ruelles de Taïwan, etc., j'ai senti la friture. C'était un peu... La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'est dans certains plans de Chungking Express de Wong Kar-wai, où on est vraiment avec eux, vraiment dans le... On y pense. Ben voilà, moi j'ai vraiment beaucoup pensé à ça dans la lumière, quitte même à ce que je me sois demandé si en note d'intention au chef-op, vous n'avez pas donné des petits plans de Happy Together ou de... Parce que vraiment j'ai vachement pensé à Wong Kar-wai, cette fameuse scène caméra embarquée. Vous avez raison, je pense que si on avait amené une équipe française, on n'aurait pas fait ces plans-là. Et par exemple, les plans où elle déambule dans le premier jour, là-bas, quand elle déambule dans le marché de nuit, on n'avait pratiquement pas de lumière additionnelle. On a tourné dans... Alors, ça c'est formidable à Taïwan, je vous demande si on peut faire ça en France. On a tourné dans un marché de nuit. Là, beaucoup de Taïwanais, ou beaucoup d'Asiatiques d'ailleurs, ils font pas la cuisine, hein. Ils font plus la cuisine. Ils vont tous, au Cambodge encore plus, ils vont dans les restaurants de rue, ils mangent pour $1,5. Ils font pas la cuisine. Donc les marchés de nuit, il y a plein de monde. On a tourné dans un marché en activité. Et on avait des figurants à nous qui nous protégeaient un peu. Dans le hall de grand hôtel de Taipei, où j'ai eu du mal à avoir l'autorisation, mais je l'ai eu, et ils m'ont dit, d'accord, mais vous, l'hôtel fonctionne, hein, on va pas couper l'hôtel pour vous. On a tourné dans un hôtel qui fonctionnait, mais c'est extraordinaire, je pense. On peut pas tourner en France dans un hall d'hôtel où ça marche. Donc il y a une attitude, et ça, je pense que c'était possible parce que on était une équipe majoritairement asiatique. Mais en tout cas, ça a très bien fonctionné avec tous ces techniques. Mais ça sent, moi j'ai vraiment toute cette partie de nuit, les éclairages sur Julien, de nuit en haut. Pour les gens qui font du cinéma ou qui veulent en faire, on avait un chef machiniste qui était également steadicammer. Ah. J'ai pas vu ça en Europe. Non. Mais le mec est un... Et en plus, il parlait pas anglais. Mais je décrivais le plan, il voyait la focale et il comprenait. Et souvent, moi je disais c'est bien, il me dit non, je fais mieux. Il traduisait, il me disait c'est très bien, il veut refaire mieux. Il a compris ce que tu veux, il pense que tu n'es pas vraiment content, il voit ta tête et il pense qu'il faut qu'il refasse. Je dis non, va pas, tu vois. Et enfin voilà, c'était que du bonheur ce tournage.
Et ça se sent, puis ça sent l'entente des comédiens, etc. Mais vraiment, c'est ça, avec caméra embarquée, m'ont vachement plu au premier visionnage. J'avais l'impression d'être dans du Wong Kar-wai. Et sur cette deuxième partie Taïwan, alors quand on a un cinéaste cinéphile, toujours c'est un fantasme de conférencier d'imaginer ce que je vous disais en antenne, plein de références qu'il a pu avoir, etc. Et je vous ai envoyé un message vocal à la sortie de la projection presse, parce que autant j'ai beaucoup pensé à Hitchcock dans Rebecca, dans la première partie du film, autant dans la deuxième partie, je sais pas si vous avez vu Vertigo dans la salle, s'il y a des cinéphiles, Sueur froide d'Alfred Hitchcock, Julien de Saint-Jean, fantasmagorique en personnage, etc. J'ai beaucoup pensé à Kim Novak qui apparaît dans des plans comme ça et tout. Le James Stewart qui est perdu, qui pense qu'il est fou, etc. C'est Julia de Nunez aussi. Et la perruque. Et oui, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, le double. Et c'est pour ça que je pense que c'est votre film, peut-être sans le vouloir, mais le plus Hitchcockien. Et également où vous écrivez différemment, parce qu'entre-temps, il y a eu les romans, etc. Et je trouve que c'est celui qui est le plus romancé. C'est-à-dire, quand on a lu votre manière d'écrire, notamment dans la dernière, on voit qu'il y a peut-être un changement qui s'est fait, et que on prend le temps, on cherche pas le rythme affolant, etc. Et on est complètement avec ces personnages. Et je pense qu'il y a quelque chose, depuis l'écriture de ce livre, où c'est une autre manière aussi d'écrire. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Oui, mais je pense aussi que c'est... Oui, je pense aussi que c'est les lieux. Alors si, il y a quelque chose qui correspond à ce que vous dites. Bon, je vais vous donner une réponse technique. J'avais 3 acteurs jeunes. Je parle aussi du Taïwanais parce que je trouve que... Ah oui, il est super. Je trouve que c'est un acteur exceptionnel. Ce sont des gens qui travaillent et qui vivent dans le cinéma d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, alors je dirais l'expérience, mais je pourrais dire, ils n'ont pas la rigueur des acteurs de l'époque de la pellicule. Voilà. Le bouleversement du cinéma, c'est le passage de la pellicule au numérique. Ça a changé le mode de tournage, ça a changé tout le monde. Je vais vous dire brièvement, la pellicule dans un devis de film, c'était énorme. Ça coûte très cher. Après, les gens vous faisaient toujours une règle de 3. Ils disaient, bon, vous avez dépensé 60 000 mètres sur le film d'avant, le film a telle durée, donc là, on va vous donner 50 000 mètres, donc ça veut dire 1000 mètres par jour, quelque chose comme ça. Voilà. Et ben, donc, ça veut dire que c'est comme vous, quand vous aviez des appareils photo, que vous faisiez des diapos, vous réfléchissiez avant de faire clic. Parce qu'il y avait 36 poses. Aujourd'hui, les gens font des rafales. Ils font pas des photos, ils font des rafales. Voilà. Mais le tournage, c'est pareil, le tournage numérique. Donc, nous, sur un plateau, on travaillait avec les acteurs, on travaillait avec l'équipe technique, on mettait un plan en place, ça prenait du temps. On faisait un nombre de prises réduit, donc on faisait de la mise en scène sur le plateau. Aujourd'hui, je vous donne des exemples. On voit des séries formidables, on ne sait même pas qui les a mis en scène. On ne sait pas qui c'est. The Crown, c'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux. Personne ne peut citer un metteur en scène. On ne peut citer que le producteur, enfin le concepteur, Peter Bergman, le showrunner. Il y a des séries françaises aussi. Je sais pas, plein, Engrenage, tout ça. On ne sait pas qui les filme, parce qu'aujourd'hui, la main est au producteur. Voilà. Et il y a plein de gens, des jeunes générations, qui en gros n'ont pas notre expérience, qui avec le numérique disent de toute façon je filme devant, sur le côté, voilà, je fais des plans, je fais des avances et tout ça va au montage. Et c'est le monteur qui fait la mise en scène du film. Voilà. Ce qui s'est passé beaucoup aux États-Unis pendant très longtemps, ce sont les producteurs qui avaient la main mise sur le dernier montage. Voilà, et c'est pour ça que avec des acteurs de cette génération, dont je sais qu'ils n'auront pas la rigueur, de refaire 25 fois la même chose dans des prises différentes, on fait des plans séquences, c'est-à-dire qu'on filme toute la scène en longueur, et je sais qu'ils auront la joie ou le plaisir de pouvoir être dans une scène dans un temps réel. Voilà. C'est comme s'ils sont au théâtre. On leur donne une scène qui dure 3 minutes, et bien ils vont jouer pendant 3 minutes. Il est à noter d'ailleurs que les acteurs, Julia de Nunez y compris, viennent du théâtre. Julien de Saint-Jean vient du Cours Florent, a fait du théâtre, Clovis Cornillac évidemment, Julia de Nunez aussi. Donc on sent quand même ce goût du jeu très théâtral pour justement des tensions qui vont en ascendant. Donc tant mieux qu'ils aient cette source théâtrale. Et on va arriver au terme de cette rencontre chez Régis, mais il y a tout de même quelque chose que je voulais aborder avec vous. Je ne sais pas si cela devient votre cinéphilie, puisque il me semble que quand vous étiez petit, vous alliez 2 à 3 fois au cinéma. Par semaine. Et c'est d'ailleurs la question que je vais vous poser pour clore de manière un peu philosophique cet entretien, c'est faut-il être cinéphile pour être cinéaste? Mais avant, je voudrais quand même savoir d'où vient cette passion de filmer, la passion amoureuse, chose qui moi me plaît beaucoup au cinéma,
par les femmes dans des grands espaces, ou alors des femmes qui fuient le huis clos pour se trouver ailleurs. C'est le cas de Jane Birkin dans La femme de ma vie, évidemment Indochine, Catherine Deneuve. Là, dans la deuxième partie du film, on a l'impression qu'elle a besoin de l'immensité de la nature pour comprendre ce qu'elle ressent. Est-ce que ça vient du coup de votre cinéphilie, de toutes ces femmes fortes que vous avez vues au cinéma? Alors, si j'avais les réponses, j'arrêterais de travailler. Donc, comment vous dire ça? Alors, je commencerai par l'amour du cinéma, qui m'a constitué. Je pense que le cinéma m'a plus ou moins sauvé la vie quand j'étais enfant. J'y allais, mais de manière absolument anormale. Hein. Même les adultes me le reprochaient. Mais je rentrais dans des salles où il y avait des films qui n'étaient pas pour ma génération. Et c'est parce que mon père militaire était loin, il était absent, il faisait la guerre, et ma mère abandonnée, quand même, c'est un terme, là, voulait vivre sa vie. Et souvent, elle me déposait au cinéma pour, à mon avis, vivre sa vie. Voilà. Et en tout cas, c'était une manière aussi de me tenir à l'écart, de me cacher tout ce qui leur appartenait à eux d'intimité, qui n'était pas sous de mon regard. Et mystérieusement, je me suis rendu compte bien après, parce que je voyais des grands mélos américains avec des femmes un peu tristes, qui mettaient des robes rouges pour danser le mambo et monter des escaliers en dansant. Et je me disais que peut-être ce qu'on me cachait, c'était là. C'était tout d'un coup, le cinéma me montrait ce que je n'avais pas le droit de voir à la maison, ce qu'on voulait me cacher. On me cachait la vie, et moi je la retrouvais sur un écran. Et je pense que ça a créé un rapport très particulier au cinéma. Et ça m'a fait aussi réfléchir au mot écran, qui veut dire faire écran. Et en même temps, sur un écran, on projette. Donc il y a quelque chose là qui m'a toujours interpellé. Et c'est vrai que pour moi, les films les plus émouvants, pour moi, c'était les grands mélos américains. Les grands mélos avec des femmes qui, en gros, se battaient et qui n'arrivaient pas toujours à gagner. Voilà, c'était avec des fins un peu tristes. Donc je pense que c'est, en tout cas, le rôle féminin central, je pense que ça vient de là. Alors, l'espace, après... je pense que s'il y a... Là, j'improvise, hein, je ne sais pas, mais je vous réponds. Le cinéma, c'est une évasion en lieu clos, mais je pense que la nature, c'est une vraie évasion aussi. Moi, je me suis toujours baladé. Voilà. Dès que je suis quelque part, je sors. Puis je me permets, je me serais jamais permis de le dire autrement, puisque vous l'avez dit, le thème de l'abandon également. Le thème de l'abandon est un thème aussi qui est dans beaucoup des films. Et l'histoire que vous venez raconter, votre histoire personnelle, vous l'avez mis en film dans, pour moi, un des meilleurs rôles d'Emmanuelle Béard. C'est une femme française. On voit ça, ouais. Où il y a justement toute cette histoire. Et ma dernière question, cher Régis Varnier, avant de quitter l'enregistrement de ce podcast et ce public de l'Arlequin, dont je remercie de l'attention, qui sont restés 1 heure avec nous après le film, c'est que vous parlez beaucoup de votre cinéphilie qui vous a construite. Tout à l'heure, on disait hors antenne qu'il y a peut-être des choses que vous ressortez et vous êtes un peu, et je partage cet avis, affligé parfois du manque de connaissances ou du manque de culture des gens qui font le cinéma à tout niveau, hein. Distributeurs, peut-être pas exploitants, puisque vous disiez tout à l'heure que dans la tournée, là, vous vous rendiez compte que les exploitants sont cinéphiles. Ouais. Mais pour vous, pour faire ce métier, moi je pense que oui, mais pour faire ce métier, pour vous, faut-il connaître et aimer le cinéma? Quel que soit qu'on soit acteur, metteur en scène, scénariste, est-ce que cela aide d'être cinéphile pour faire ce métier? Moi, je pense que oui, mais je suis sûr que je trouverai des exemples contraires. Mais moi, je pense que oui. Moi, c'est ce que je dis toujours quand je rencontre des étudiants, des jeunes étudiants. Je leur dis la première chose, c'est aller au cinéma. La première chose, c'est voir des films. Moi, j'ai vu, et je continue d'ailleurs à voir des films et à apprendre et à ressentir des choses. Pour moi, c'est la meilleure école de cinéma. Et l'autre école, c'est de faire. Voilà, c'est d'avancer, de travailler. Mais c'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent d'ailleurs, qui viennent de la pub, du clip, qui font des films. Et il y a des gens qui n'en ont rien à foutre de l'histoire du cinéma. Je parlais récemment, ils sont pas forcément des futurs cinéastes, mais des gens de 25 ans, bien éduqués, qui font des études de médecine. Et un jour, on parlait avec leurs grands-parents. Et on parlait de Coppola. Et j'entends... C'est qui Coppola? Mais voilà, c'est des gens c'est des gens qui ont fait des études, qui font un jour qui seront médecins et tout.
Mais bon, ils savent pas. Alors j'imagine pas si je leur parlais de Mireille Balin ou de Madeleine Simon ou de Madeleine Renaud, mon Dieu. En tout cas, je vais vous demander, messieurs, dames, si vous avez aimé le film La Réparation, d'en parler autour de vous, en disant le moins possible sur l'intrigue. Je ne peux que trop vous conseiller de retourner voir la filmographie de Régis Varnier, de lire son merveilleux livre, d'ailleurs son polar qu'il a sorti il y a quelques années, mais de revenir sur L'axe de ma vie, Est-Ouest, regardez après La Réparation tout cinéma, puis vous verrez qu'il y a une homogénéité dans ce cinéma. Et puis, cher Régis, je vais vous laisser le mot de la fin. Non, c'est vrai que c'est un film où on peut en parler, mais on peut pas trop en dévoiler. Voilà. D'ailleurs, je vais vous expliquer l'affiche, par exemple, que vous avez vu, l'affiche verte. C'est parce que on a travaillé sur Julia Julien sur l'affiche, et à un moment j'ai dit stop parce que si on met Julien sur l'affiche, c'est que c'est le rôle principal, c'est qu'il n'est pas vraiment perdu. On va le retrouver. Voilà. Après, j'ai dit si on met Julia Clovis, c'est un peu un mensonge. Même si Clovis, même quand il n'est pas là, on parle que de lui. Mais en tout cas, on peut pas faire ça. Ils avaient fait cette affiche avec la forêt et elle qui traverse le pont, qui était une première affiche, un teaser, comme on dit. Puis j'ai dit, mais si on gardait ça, parce que en plus ça change pour moi, ça change de toutes les affiches que je vois, où je vois des visages, c'est un peu traditionnel. Puis je vois même des films, je sais, qui sont dramatiques, où les gens sourient sur l'affiche, ce qui paraît que c'est mieux pour faire venir le public. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, donc l'affiche. Et puis c'est une affiche qui représente bien votre cinéma, ce que je disais tout à l'heure, cette femme au milieu de cette immensité. Et puis un pont. Et un pont. Ouais. Et un pont. La transmission, la filiation. Il y a toujours des ponts dans mes films. Et il y a surtout de l'eau. Je finirai avec ça. Il y a toujours de l'eau. Il y avait quelqu'un qui avait titré sur le film Est-Ouest son papier « L'eau du mélo ». Voilà. Est-Ouest qui est loin d'être un mélo. Vous pouvez applaudir Régis Varnier, s'il vous plaît. Merci. Merci d'être resté au bout de l'enregistrement, messieurs, dames, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Cher Jean-Pierre, merci de votre présence divine. Oui, vous avez vu que j'ai réussi à placer Mireille Balin.